monde et surtout un moment pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité avec l'événement que nous co-organisons, le CEDEF et l'OIF, pour le lancement de l'addendum pour la résolution sur la résolution et la recommandation générale numéro 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les situations de conflit et l'après-conflit en relation. Je vous propose en termes de démarche dans la conduite de ces travaux, je vais faire des remarques préliminaires et après, je compte partager la parole avec un panel très relevé d'intervenants que nous avons connectés autour de l'écran aujourd'hui. Avec votre permission, permettez-moi de faire quelques remarques préliminaires. Madame la secrétaire générale adjointe, chère Pramila, Madame la coprésidente du groupe de travail sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité du CEDEF, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, chers collègues et chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui autour de la conviction commune que les femmes sont de puissants agents de changement, qu'elles sont porteuses d'idées novatrices et de perspectives uniques qui peuvent transformer les sociétés dans lesquelles elles vivent. Elles sont les actrices indispensables d'une paix juste, inclusive et durable. Il y a 25 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies a traduit cette conviction en normes juridiques contraignantes en adoptant la résolution 1325 sur le programme Femmes, Paix et Sécurité qui a ouvert la voie à une prise de conscience mondiale sur la nécessité d'inclure les femmes dans les efforts de paix et de sécurité et de protéger leurs droits en période de conflit. 25 ans plus tard, des progrès ont été certes accomplis, mais de nombreux défis continuent de subsister, dont certains sont inhérents au visage changeant des crises et des menaces à la paix et à la sécurité, sous l'effet conjugué des avancées technologiques, du dérèglement climatique et du rétrécissement de l'espace civique. Depuis 2 décennies, les conflits ont en effet profondément évolué, tant dans leur nature que dans leur intensité. En s'entremêlant aux technologies, ils déplacent la ligne de front vers les espaces numériques où les femmes sont particulièrement vulnérables, aux campagnes de désinformation comme au cyberharcèlement, nouvel avatar de la violence sexuelle qui s'empare du cyberespace. La conflictualité frappée du sceau des algorithmes emprunte des codes qui reproduisent, voire amplifient les inégalités de genre. Les réseaux sociaux sont les nouvelles rues investies par des prédateurs en tout genre. Alors que la résolution 1325 met en garde contre les menaces et représailles ciblant les défenseurs des droits humains, l'antiféminisme qui se répand sur les réseaux sociaux constitue une dangereuse tendance qui menace d'éroder des décennies de progrès en matière d'inclusion des femmes dans l'espace civique. Les dynamiques que je viens de présenter échappent au dispositif prévu par l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans sa configuration actuelle, d'où l'intérêt, voire l'exigence de renforcer et actualiser le bloc normatif qui sous-tend l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. En 2013, le CEDEF soulignait déjà cette nécessité dans sa recommandation générale numéro 30, qui guide les États sur la manière de protéger les droits des femmes avant, pendant et après les conflits. C'est dans ce cadre que le professeur Angita de Silva,
Alois du CEDEF, a été chargé d'élaborer un addendum à sa recommandation générale numéro 30, ainsi qu'un document de référence qui a été annexé à l'invitation qui a été adressée à la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie et le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes se réunissent pour faire progresser cette réflexion. Je ne peux que saluer le travail remarquable accompli par le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité de ce comité, parce que la recontextualisation de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ne pouvait plus être différée. Il est donc urgent de prendre en compte les aspects liés aux technologies émergentes dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Et il convient surtout d'améliorer l'accès des femmes aux technologies émergentes, de fédérer aussi à l'échelle nationale l'ensemble des acteurs concernés autour d'une approche consistant à ancrer les enjeux liés aux nouvelles technologies dans les piliers de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, à savoir la participation, la protection, la prévention et le redressement. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais rappeler ici le constat dressé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Femmes, Paix et Sécurité, qui a été présenté au Conseil de sécurité le 6 octobre dernier. Il a déclaré que les femmes et les filles ne sont pas suffisamment incluses dans les processus de paix. Elles subissent de manière disproportionnée les conséquences des conflits et sont souvent les premières victimes de violences, en particulier des violences sexuelles. Cette réalité est celle de nombreuses femmes issues de l'espace francophone. Et bien au-delà, je pense notamment à Haïti, je pense à la République démocratique du Congo, je pense à l'Ukraine, mais aussi à Gaza, au Myanmar, à l'Afghanistan et bien d'autres. Face à ces défis, il nous faut repenser nos exigences et renforcer la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité à l'aune des leviers proposés par l'addendum réalisé par le CEDEF. Cet addendum est ouvert aux commentaires du gouvernement et du public. Je vous encourage vivement à partager vos suggestions. Avant de laisser mes homologues du CEDEF préciser les modalités exactes de ces contributions, je tiens à réaffirmer tout mon soutien à cet addendum qui représente une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La communauté internationale doit rester mobilisée. L'Organisation internationale de la francophonie et ses membres répondront présents à cet appel collectif. Nous disposons d'atouts significatifs et d'une forte expérience pour contribuer et donner la résonance nécessaire à l'exigence et l'urgence d'adapter l'agenda Femmes, Paix et Sécurité aux nouveaux défis. Nous avons lancé le mois dernier la 3e édition de la formation Femmes, Paix et Sécurité, en partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie, pour renforcer les compétences des cadres, fonctionnaires et parties prenantes nationales impliquées dans l'élaboration des plans d'action nationaux. Et cette action est complémentaire au renforcement des capacités des femmes médiatrices et des casques bleus féminins issus de l'espace francophone. La sécurité des femmes est pour nous un impératif. La francophonie se mobilise pour leur protection en Haïti, avec la conclusion récente d'un partenariat avec ONU Femmes, afin de débloquer des moyens conséquents pour soutenir davantage les initiatives des femmes haïtiennes dans le cadre du Fonds La francophonie avec elles. L'Organisation internationale de la francophonie œuvre également en faveur du renforcement de la présence des femmes dans les instances décisionnelles, en particulier leur accession à des mandats électifs et leur participation active dans le processus électoral. L'organisation apporte à cette fin un appui multidimensionnel aux structures étatiques et aux organisations de la société civile afin d'impliquer davantage de femmes et de jeunes femmes en tant qu'électrices, en tant que candidates, observatrices et admiratrices et administratrices des élections. Alors que la crise climatique exacerbe les inégalités existantes, affectant de manière disproportionnée les femmes et les filles,
L'Organisation internationale de la francophonie renforce le pouvoir d'agir des femmes sur le terrain, comme dans les instances internationales de décision sur l'agenda climatique mondial. C'est tout le sens des formations organisées chaque année par l'Institut de la francophonie pour le développement, l'IFDD, au bénéfice des négociations climat. Plus de 200 femmes francophones ont été formées en avril 2025 en vue de la prochaine COP 30. Je ne détaillerai pas davantage ces initiatives afin de laisser place aux interventions de nos distinguées oratrices qui mettront en lumière d'autres perspectives et engagements. C'est grâce à notre mobilisation collective que nous pourrons concrétiser de réelles avancées pour les femmes et les filles dans les processus de paix. Je voudrais terminer en remerciant une fois de plus la CEDEF, non seulement pour la co-organisation de cet événement, mais surtout saluer l'important travail du professeur Rangita et la publication de cet addendum que nous devons saisir comme une opportunité majeure pour renforcer notre action et concrétiser notre engagement. Je vous remercie. Bien. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à son Excellence, Madame Pramila Patten, qui est secrétaire générale adjointe et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les violences sexuelles commises en période de conflit. Elle pourra mieux nous éclairer sur les enjeux et les avancées de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au niveau des Nations Unies. Excellence, Madame Patten, vous avez la parole. Merci, Excellence. Excellencies, distinguished colleagues, distinguished panelists, ladies and gentlemen, I'm very pleased to join this important discussion on the addendum to update GR 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situation. I really would like to thank the CEDAW Committee, the Organisation Internationale de la Francophonie, and other key partners for convening this very timely event. My mandate as Special Representative on Sexual Violence in Conflict was created by the United Nations Security Council in 2009 in response to a brutal reality of modern war, namely the use of sexual violence as a tactic of war, terror, torture, and political repression. In the implementation of my mandate, I greatly value the partnership with the CEDAW Committee, pursuant to a framework of cooperation which we signed in 2018. My mandate, as you know, was built on the foundational resolution on women, peace and security, Resolution 1325. And today, as we mark its quarter-century anniversary, we are compelled to reflect on new and emerging threats to women's peace and security. And indeed, the addendum under discussion is a response to the changing nature of conflict and crisis since the adoption of GR 30, which I helped to frame as a member of the committee and chair of the working group. As we heard 2 weeks ago during the milestone Security Council open debate on women, peace and security, we are living through a time of great global turbulence, marked by mounting humanitarian needs and diminishing humanitarian resources. Today, 676 million women and girls live within 50 kilometers of a deadly conflict. Today, my mandate has expanded to cover 21 situations of concerns where patterns of conflict-related sexual violence have been documented. In our latest report covering the year 2024, the UN verified over 4,600 cases of brutal sexual violence, representing an 87% increase over the past 2 years. And more than 90% of the victims were women and girls, as it has been consistently the case since the inception of the mandate. A rise in the level of brutality has also been observed, with rapes being increasingly followed by lethal violence to silence the victims before their information can become evidence. We know that there can be no security without women's security, yet we are witnessing a rollback and reversal of gender equality gains. We speak of prevention while military spending continues to soar,
reaching a record-breaking 2.7 trillion. We speak of protection, yet sexual violence persists with impunity, and reprisals against women's rights defenders are on the rise. We speak of participation, yet history is full of invisible women. The corridors of power, councils of war, and negotiating tables are haunted by their absence. We speak of relief and recovery as women's frontline organizations face catastrophic cuts, with half facing closures within the next 6 months. Patriarchal power structures are investing more in the machinery of warfare than the architecture of peace. The return on that investment can only be further division, destruction, and death. Against that backdrop, GR30 interprets the obligation of state parties to CEDAW to apply contexts of fragility, conflict, and post-conflict, recognizing that social upheavals exacerbate inequality, intensify gender-based violence, and impede access to essential services. In the 12 years since its adoption, our collective understanding of conflict drivers and dynamics has deepened. Even as entrenched wars march on and chronic gaps persist, new threats and forms of harm have surfaced. The proposed addendum therefore aims to update, expand, and sharpen the authoritative guidance reflected in GR30. For instance, it will enable sexual violence to be more effectively integrated into periodic CEDAW reporting, as well as exceptional reports, helping to close critical gaps in terms of information and action. The addendum reflects the evolution of normative standards in the Security Council since 2013. For instance, the adoption of Resolution 2467 of 2019, which called for a survivor-centered approach, as well as evolving human rights jurisprudence. It has the potential to bring into focus a more diverse range of perpetrators implicated in war crimes against women, including state actors, non-state actors, criminal and trafficking networks, violent extremist groups, militia, and mercenaries. It strengthens obligations in terms of structural prevention, including through gender-responsive security sector reform, preventive diplomacy, and activation of early warning systems. But above all, it will strengthen national implementation, including through legislative reform and the integration of women's rights into transitional justice, emphasizing the importance of reparations and the preservation of survivor narratives as part of historical memory. This signals that survivors' recovery is central, not incidental to conflict recovery. This initiative comes at a time when impunity and implementation gaps are widening. It comes at a time when emerging technology is being weaponized, civic space is shrinking, poverty and food insecurity are increasingly feminized, and the existential threat of climate change is ever more acute. It comes at a time when conflict and coup are turning back the clock on women's rights. It is precisely because of these challenges that the addendum cannot come soon enough as a normative anchor for holding parties accountable. Robust international norms have a powerful restraining influence on the behavior of belligerent. By increasing the scope and credibility of consequences, they have a deterrent effect. At this pivotal moment, we need to build on progress, not rest on or reverse it. In that respect, CEDAW and the WPS agenda are not two tracks, but rather one road leading to equality, stability, and peace. In conclusion, I urge states to support the addendum and encourage survivors and civil society organizations to meaningfully engage in the process to ensure that it reflects diverse lived realities. Adoption will be the start, not the end of this process, which should spur states to match rhetoric with resolve and resources. By harnessing the normative and diplomatic tools at our disposal, we can together empower women to not only survive the conflict, but shape the peace. As Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie recently observed, feminism is dreaming of how the world could be better.
And indeed, the feminist movement has proven to be one of the most visionary forces on the planet. And in this era of intersecting misogyny and militarism, it may be humanity's last best hope for transformation, not as a cloak of victimhood, but as a banner of freedom. Thank you. Je remercie. Merci beaucoup. Je remercie la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Pramila Paterme, pour son importante contribution et surtout pour son engagement inlassable dans la lutte contre les violences sexuelles commises en période de conflit. Je voudrais à présent donner la parole au professeur Karima Benoun. Le professeur Karima Benoun a été rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits culturels. Elle est actuellement professeure à la faculté de droit de l'Université du Michigan. Professeur Benoun, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, good morning. En ces temps politiques difficiles, je suis ravie d'être parmi vous pour soutenir l'addendum anticipé à la recommandation générale numéro 30, publiée en décembre par le comité CIDOR. Je vais m'exprimer tout d'abord en anglais et puis en français. I'm very proud to be included among these distinguished experts to endorse the 2025 addendum to CIDOR General Recommendation number 30 on women in conflict, prevention, conflict, and post-conflict situations. In respect of multilingualism, I'm going to make some general remarks in English and then turn to some specific remarks in French about the importance of the addendum's paragraph 75 on gender apartheid. Allow me to begin by saluting the drafters of this timely addendum, and I think we've heard in the remarks already this morning just how important it is in this moment. Security Council Resolution 1325 and the resolutions on women, peace, and security which have followed it were major achievements of women human rights defenders and their allies, major achievements of the dawn of the 21st century. They made clear that there can be no meaningful peace and security that does not include half of humanity, women and girls. However, as we've seen, as the images from recent horrific conflicts that have killed significant numbers of women, as the images of what is called peacemaking in recent days make clear, as we near the mid-21st century, to paraphrase a review conducted at the 20th anniversary of 1325, quote, women remain predominantly in the periphery of formal peace processes, unquote. And I'm sorry that that still seems to be true. We have seen entire rooms full of men on our TV screens in recent days claiming to be achieving peace. So 2025 is a critical moment to defend fundamental principles and key gains from backlash and from extremists of every kind. And I think this addendum is an important tool for doing that. As a professor of international law, I especially appreciate the way in which the addendum seeks to broaden our understanding of gender-sensitive interpretations of cross-cutting Security Council resolutions, and the way it catalogs so many of the important developments that have been made to that end in the years since the adoption of 1325. I can't mention all of the aspects which I find important in the time that I have, so just to mention a few. I especially appreciate the emphasis on survivor-centered justice, the emphasis on shifting the stigma from victim survivors of conflict-related sexual violence to its perpetrators, on the importance of recognizing the concept of sexualized torture and the growing understanding of this concept, building on the work of the current Special Rapporteur on Torture, Alice Edwards, and also the late Felice Guerre, the former vice chair of the Committee Against Torture. As a former UN Special Rapporteur in the field of cultural rights, I wish to express my particular gratitude to the drafters of the addendum for making the connection between women's rights in armed conflict and the destruction of cultural heritage in that conflict, and the call for recognizing the role of women, as paragraph 51 calls it, as transgenerational custodians of tangible and intangible cultural heritage.
In a 2016 report that I submitted to the General Assembly on the intentional destruction of cultural heritage, I encouraged the development of a fully gender-sensitive approach to the protection of that heritage, which must include recognizing the work of women cultural heritage defenders, who may face not only the risks encountered by their male colleagues, but also gender discrimination. And you may wonder, why is this important when there are so many other horrible things happening to human beings in conflict situations? I can tell you from my experience from interviewing Malian women from Timbuktu and from the north of that country for the Al Mahdi case before the International Criminal Court, when I was appointed an expert by the court, I saw just how important an issue this is for women human rights defenders who may also be contending with other forms of violence. And I found it very ironic. All too often, culture is used to attack women's rights. Those rights are attacked in the name of defending culture. But when women themselves act as guardians of culture and cultural heritage, including in conflict, they too often have been invisible, and that must be changed. So I'm very grateful to the language in the addendum on this issue. And I will now briefly address the importance of paragraph 75 of the addendum on gender apartheid in French. And let me say what strong support there is from frontline women human rights defenders for the inclusion of this paragraph, that I hope that it will be maintained and strengthened. And I believe there will be some comments coming from civil society before the December 9th deadline in this regard. Je suis profondément reconnaissante aux rédactrices de l'addendum d'avoir inclus le paragraphe 75 qui réitère l'appel de la recommandation générale numéro 40 à codifier le crime d'apartheid de genre dans le projet de convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité. Cela témoigne de l'engagement constant du comité CIDEF en faveur de l'élaboration d'un corpus de droit international qui réponde de manière adéquate aux menaces contemporaines à l'égalité des femmes. Je rappelle ici que le Conseil de sécurité a souligné que l'apartheid menace gravement la paix et la sécurité internationale. Donc, j'espère que les gouvernements soutiendront cette proposition élaborée dans le paragraphe 75. Qu'est-ce que c'est l'apartheid de genre? C'est un système de gouvernance basé sur les lois et ou des politiques qui imposent une ségrégation systématique entre les femmes et les hommes et qui peut également exclure systématiquement les femmes des espaces et des sphères publiques. Il repose sur une oppression systématique des femmes. Adapté du droit international sur l'apartheid racial, l'apartheid de genre met l'accent sur le fait que la discrimination est devenue le système de gouvernance lui-même. Nous pouvons facilement intégrer cette définition dans la définition de l'apartheid du statut de Rome de la Cour pénale internationale, comme l'ont fait le rapporteur spécial sur l'Afghanistan et le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes dans un rapport en juin 2023. Il en résulte la définition suivante. Acte inhumain commis dans le contexte d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un des genres sur tout autre genre ou sur tous les autres genres et dans l'intention de maintenir ce régime. L'approche de l'apartheid de genre en tant que concept de cadrage a une longue histoire, y compris dans le système des Nations Unies, remontant au moins aux années 90, lorsque le concept a été utilisé pour la première fois dans le contexte onusien par le rapporteur spécial de l'époque sur la liberté de religion, Abdel Fattah Amor de Tunisie, pour décrire le régime des talibans. Ce cadre est également utilisé et soutenu par d'anciennes victimes et opposantes de l'apartheid racial comme Penny Andrews et même Madame Graça Machel. Pour conclure rapidement, je pense que face à la situation grave actuelle en Afghanistan, la codification explicite de l'apartheid de genre dans le droit international doit être une priorité.
Et pour cette raison, je suis vraiment reconnaissante vis-à-vis des rédactrices de l'addendum. Pour conclure, comme me l'a dit une femme afghane à Kaboul en 2011, l'optimisme est la clé de la survie et je pense que c'est très important aujourd'hui. Pour moi, l'addendum à la recommandation générale numéro 30 propose un programme prospectif et constitue un signe de cet optimisme auquel elle faisait référence. Il mérite notre soutien et notre reconnaissance. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Je remercie la professeure Benoun pour sa précieuse contribution à cette discussion et pour son engagement doctrinal et surtout également pour son clin d'œil au multilinguisme. Excellencies, ladies and gentlemen, it's my privilege now to give the floor to Madame Radhika Kumaraswamy, who is very known in the United Nations high-level ecosystem. Madame Kumaraswamy was Under Secretary General and Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict. Madam Radhika Kumaraswamy, you have the floor, please. Thank you very much. And I'm glad to be with you, though before there was a little doubt as to whether I would join you on the phone or at the team site, but I'm here now. I want to thank the CEDAW committee and the permanent representative for Francophone for calling this meeting to look at the addendum to General Recommendation 30. It's a brilliant addendum. It really captures all the new aspects of what we are dealing with in the situation of peace, women, peace, and security at the moment in the middle of the 21st century. I think for a moment we should just think back. 25 years ago, it was when we had the Women, Peace, and Security Agenda 2000, and it was when the wars of Bosnia and Rwanda were finished waging and the ICC was being set up. And we forget, but there was a United Security Council and Women, Peace and Security 1325 passed unanimously. And it was a major landmark in the area of human rights, women's rights, and peace and security. And he put forward these 4 areas of preventing kinds of violence against women, women's participation in peace processes, their protection, and of course the women's participation in peace building. On participation, we have not gone very far, but in all the other areas, I think we can say that we have made progress. There was also a focus on sexual violence, a very strong focus, because if you remember the wars of Bosnia and Rwanda, the sexual violence was unimaginable. And now we have USG Pramila Patten and her work and others, which is a testament to how seriously the UN took it and has responded to it. It was a very earlier, very invisible issue. And we, I think, as collectively have made the UN try to give it a remedy. I still remember going to the first case of sexual violence at an international tribunal, the case of JJ in the Rwanda tribunal, and how new it felt and how frightened she was as she took the stand and faced her accuser. Unfortunately, even today, despite this elaborate ICC framework, there are very few cases of sexual people. Women are too frightened still to come forward. And that has given us pause. And as you know, in the 15-year study that I was a part of for 1325, we looked at other ways in which women can gain justice and how those ways can complement the formal system of accountability and reparations. And I think this addendum also deals with that. We cannot forget that the conflict today is very, very different to what it was during the time of Bosnia and Rwanda.
And the addendum captures it perfectly, and that's to do with technology. The unmanned weapons of war, untold destruction. It doesn't separate really combatant from non-combatant, and there is no regulation whatsoever. I of course experienced this when I went to Ethiopia, which is one of the first where this war was being fought with these kinds of weapons. And even though in Ethiopia there were low-grade drones, the devastation was totally widespread. And we can imagine how with the highly sophisticated weapons in Gaza and Ukraine, the kind of effect they will have. And what is interesting is in these kinds of weapons, there's no strong state and weak state. The weak can also use it without much and fight back. And so you have it as somehow, strangely, the great equalizer and really the great anarchy of destruction that comes from it. So we have to move to an international instrument on autonomous weapons, unmanned. And I think this nothing sets that case out better than this agenda. Also, I think we are seeing in recent wars much more starvation as a weapon of war, which we didn't really see for many decades. And that is also a denial of humanitarian access. And the addendum shows about the feminization of food insecurity. So this has a direct bearing on women. And so we must bring attention to this strategy of war and this tactic of war and try and see that it's prosecuted for what it is, a crime against humanity, persecution. And in some cases, if it denies people existence, it could be seen as a part of genocide. There is increasing jurisprudence now in the field. I know when we were doing the report on Ethiopia, we did a detailed study. And I must say, we managed to find some of this, the information. And I think it's really important that whole area, there's a lot of advocacy and stop that kind of policy with regards to states. The other area that we're extremely worried about is the medical spaces. They were really safe. They were really safe zones. Medical workers, protected people. Even in Afghanistan, where I went 3 times to Afghanistan, there was an understanding that those spaces would not be attacked, that they would not, that at most, if people enter them, they would lay siege. They would not put doctors at risk. So this whole widespread denial of humanitarian life and activities, 2 centuries of norms and regulations are being threatened and violated. The Geneva Conventions are based on 2 principles, as you know, the distinction between combatant and civilian. And women and children, as a result, being civilians, receive the highest protection under the Geneva Conventions and then the ICC. So once you take that away, once you do not have safe spaces, then women and children are directly affected. And the second principle of international humanitarian law is proportionality. And of course, the use of unmanned aerial systems and aerial bombardment as a whole, again, the proportionality is a problem. And we hear people saying, we're going to have shock and awe. Shock and awe is absolute opposite to the principle of proportionality. And so again, it is important that we reassert the principle of proportionality in our warfare, because again, that's where women and children get really affected, because there's no safe space for them. And of course, the consequences of war, the rebuilding of lives of women. When I did the 1325 study, there was a great focus on the women, especially from the conflict areas, that they wanted more assistance to rebuild their communities, their livelihood, their infrastructure. And one thing I think the WPS agenda should do more is discuss the political economy of conflict. And then, of course, the other consequence is the refugees and asylum seekers.
a subterranean world of where people are clutching documents. I've seen it with regard to Myanmar women and see how important the Refugee Convention is and how that is falling aside. The doors are closing for them, and we've lost I think it looks like the world has lost its heart. And I think we must realize that in those faces and in those lives is when we see them so badly treated, we must realize that if we can't protect the marginalized and fully vulnerable in our society, which are refugees, migrants, all those that some anthropologists said live the life in the subterranean zone, we have lost our humanity. So it's really now a call for greater funding for humanitarian causes. That too is under threat. A commitment to multilateralism that is absolutely crucial. We have to unite. I personally don't think it's time for very radical changes. We don't have leadership at the international community from all parts who are truly committed to multilateralism. Perhaps we have to wait for this leadership that is. But also, I think besides that commitment to until we get that commitment, we should commit to civic spaces in civil society to ensure that these values and ideas are kept alive. Thank you. Thank you very much, Madam Kumaraswamy, for your invaluable contribution. And I give echo to your call, who has surely been heard by all who are connected, and that need to be shared among our group. Excellencies, ladies and gentlemen, je souhaite maintenant donner la parole à une femme dont le combat pour l'égalité de genre et la protection des femmes est resté invariable. Elle a été ministre pour la parité et l'égalité en France et est aujourd'hui membre émérite du CEDEF. Madame Améline, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci infiniment. J'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons très bien. Parfait. Je voudrais d'abord saluer votre organisation, Excellence, parce que nous croyons dans la francophonie, nous admirons votre action, votre stratégie et ce que vous faites, y compris au niveau local. Et je voudrais saluer tous mes collègues et les panélistes présents qui apportent par leur puissance d'expertise un enrichissement permanent au comité CIDO et à la question de l'égalité. Très vite, je voudrais saluer le travail qui a été accompli sur cet addendum, parce que c'est un travail d'innovation politique et juridique. Et nous avons besoin aujourd'hui d'innovation. Et les concepts nouveaux mis en exergue par Madame De Silva sont remarquables. Je citerai simplement le fait d'avoir mentionné la violence intellectuelle, d'avoir repensé la question de la persécution de genre, d'avoir mis en relief également la question du gender apartheid. Ces sujets sont majeurs et ce n'est pas la seule raison pour moi de soutenir pleinement ce texte, c'est aussi parce qu'il met en valeur la croissance proportionnelle des violences avec l'émergence de nouveaux risques. En clair, l'évolution n'est pas bonne. Nous avons aujourd'hui une situation qui est extraordinairement fragilisée pour les femmes dès que émerge une nouvelle menace, et notamment dans le domaine militaire, avec les armes autonomes, avec une série de nouvelles technologies qui, comment dirais-je, aggravent encore la situation des femmes. Et l'addendum va plus loin, puisque au-delà même des risques militaires, il évoque les désordres civils, ainsi le changement climatique qui peut aussi conduire à des crises et qui peut encore plus fragiliser la situation des femmes. Alors, moi, je voudrais très rapidement vous dire que la recommandation générale 40 que nous avons élaborée également grâce au soutien de la présidente, Madame Narla Haïdar, et là aussi avec la contribution éminente des membres du CIDO,
mais pas seulement, la contribution de la francophonie, de l'Union interparlementaire, nous apportons une réponse systémique. Et je crois qu'aujourd'hui, la conjugaison intelligente entre cet addendum sur la question femmes, paix et sécurité et la recommandation générale 40 qui crée une approche globale est une réponse absolument systémique, celle dont nous avons besoin, c'est-à-dire de modifier la vision des systèmes de décision qui, de notre point de vue, par leur déséquilibre actuel, conduit à des violences. En clair, les violences sont la résultante du déséquilibre permanent, persistant dans les systèmes de décision. Car au fond, les femmes sont une minorité, sont traitées comme une minorité, et on voit clairement que les violences dans les conflits sont l'exacerbation des violences ordinaires, je dirais, de la vie de tous les jours. Il y a donc un changement de perspective à construire. Et grâce au comité CIDO, cette recommandation générale, elle propose vraiment de construire une démarche beaucoup plus équilibrée entre les hommes et les femmes en posant le principe d'une norme universelle, la parité 50-50 à l'horizon 2020 en lien avec l'agenda 2020. L'idée étant de créer une approche, encore une fois, globale qui intègre naturellement la question femmes, paix, sécurité, qui en est probablement une priorité, mais qui fait que le changement, comment dirais-je, s'impose dans tous les autres secteurs. Et c'est à ce prix-là que nous allons changer la donne, que nous allons changer le jeu. Nous proposons vraiment que la parité soit la nouvelle règle qui permet effectivement un meilleur équilibre, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Car je veux dire sur ce point que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est une construction sociale. C'est une façon de construire des équilibres au sein d'une société. Cela passe par la cohésion sociale, par l'égalité, par la résilience, par une série de conditions. S'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas de parité dans la construction de cette paix sociale et politique, il n'y aura pas effectivement de possibilité de placer les femmes autrement que victimes. Dans les conflits, nous voulons qu'elles soient des leaders, mais pas seulement des leaders de leur propre vie, des leaders pour créer une certaine vision du monde et instaurer la paix. Alors je termine, monsieur le modérateur, en vous disant que je porte l'idée d'un partenariat global pour la parité, une sorte d'alliance mondiale qui permettrait de construire une démarche extraordinairement forte avec les organisations comme celles que vous représentez, avec bien évidemment les systèmes des Nations Unies et les États, pour imposer une nouvelle règle du jeu qui ensuite sera à même de créer un nouvel ordre mondial. C'est ce que nous voulons et c'est ce que cette année dédiée à la résolution 1325 et à l'anniversaire de Pékin, de la déclaration de Pékin, nous incite à prendre. Et je compte énormément sur la francophonie parce que notre responsabilité est globale et les valeurs universelles que vous portez sont plus importantes que jamais. Donc, je souhaite que ce Global Partnership for Parité, le partenariat global pour la parité, eh bien, ce soit notre acquis aussi pour la paix dans le monde. Merci beaucoup. Je remercie Madame la ministre Nicole Améline pour la densité de sa contribution et surtout sur la profondeur de sa réflexion sur la parité sur laquelle nous reviendrons certainement inbox, n'est-ce pas, comme on dit. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir tout particulier que je voudrais donner la parole à celle qui conduit les dynamiques et en assure la cohérence au sein du CEDEF. Je voudrais prier l'honorable présidente du comité, Madame Nala Adar, à bien vouloir prendre la parole.
Merci beaucoup, Excellence. Je suis très touchée. Et en fait, je suis ravie, comme Nicole et comme d'autres ont dit, que ce soit la francophonie qui permette la première fenêtre pour cet addendum avant une édition avancée de l'addendum. J'étais très heureuse quand Rangita, ma collègue et amie, et le moteur de cet addendum m'a parlé de votre rencontre et de votre désir de nous faciliter le premier lancement, le soft launch, comme on aurait dit. J'en suis très fière. Je suis fière aussi parce que je viens d'un pays déchiré qui s'appelle le Liban, pour lequel cette question de femmes, paix et sécurité était une partie intégrante de ma vie. Et j'ai eu ce bonheur d'être déjà membre du comité quand Madame Paten Pramila, notre amie, était en train de finaliser la recommandation générale 30. Donc j'ai accompagné toute cette période et c'est la chance inouïe que nous avons eue, c'est l'arrivée de Rangita parmi nous il y a 2 ou 3 ans, parce que ses capacités et ses compétences ont rendu ce rêve réalité. On s'est toujours dit, on doit mettre à jour cette recommandation générale. Et vous connaissez la bureaucratie de l'ONU. On nous disait il faut attendre 4, 5, 6 ans parce qu'il y a d'autres sujets de recommandation générale pour pouvoir faire une mise à jour. Madame Amélie, Nicole en sait quelque chose, comment on doit se battre pour travailler, parce qu'en fait, on fait tout, presque tout seul, ou en tout cas avec peu de soutien, parce que le secrétariat lui-même, on lui coupe l'herbe sous les pieds. Nous avons le soutien de gens qui sont très attachés à notre travail, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, je voulais commencer par dire cela parce que tout a été dit au niveau du contextualisation de cet addendum, mais je vais quand même revenir à certains aspects. Et je dois dire qu'ici, comme Madame Benoun, Karim a parlé de rédactrice, il y a une seule rédactrice, c'est Rangita da Silva de Alves. Elle l'a fait toute seule entre 2 sessions. Donc, c'est quelque chose de vraiment d'une très grande importance pour moi que cette propriété intellectuelle aussi soit reconnue. Je suis ravie de l'accueil que vous avez réservé à l'addendum et des mots qui ont été dits par Pramila sont très importants pour moi. Quand je l'ai vue à New York, je voulais absolument qu'elle libère le 17 au soir parce que je savais qu'elle allait beaucoup apprécier. Et je l'ai entendu, et son engagement pour qu'on lance l'addendum d'une façon plus formelle à New York, d'abord par une aria formula que j'ai proposée, et elle a dit que c'était une très bonne idée autour de l'anniversaire. Voilà, elle est revenue, donc je suis en train de la citer. Ce serait une très bonne chose, et surtout après, une fois que nous avons adopté, après les commentaires qui nous seront parvenus et qui seront introduits, donc en février, préparer un plan d'action pour rendre cet outil utilisable et applicable et influençable, etc. Je voulais commencer par dire ces remarques générales avant de dire pourquoi le comité donc a élaboré cet addendum depuis la recommandation générale qui était aussi une innovation extrêmement importante. Comme je vous ai dit, j'ai eu la chance en arrivant au comité d'arriver vers la fin de l'élaboration que Madame Paten avait conduite et j'ai assisté à l'adoption. Et pour moi, c'était quelque chose comme le Graal. Et après, on a vu effectivement dans la pratique, sur le Myanmar, sur d'autres pays, qu'il y avait beaucoup de choses, sans parler des conflits récents, où il fallait faire une mise à jour, il fallait élargir le scope, parce que, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans les commentaires de Madame Paten, parce qu'elle a vu tout ça comme étant très utile. Donc, quand on a pu court-circuiter toute la bureaucratie et décider de faire un addendum pour ne pas attendre des années, on a eu cette chance d'avoir, je dis en la personne de Rangita, quelqu'un qui a pu vraiment s'atteler à la tâche et produire quelque chose de colossal. Nous avons donc considéré que cet addendum, même dans sa version actuelle, qui est des unedited et advanced, unedited version, comme on l'appelle en anglais, c'est notre réponse proactive aux défis d'aujourd'hui pour que l'esprit de la résolution 1325 reste vivant, fort et pertinent. Parce qu'il y a une grande peur que ça soit vraiment dilué. Parce que l'addendum élargit notre compréhension des conflits. Vous l'avez tous dit, vous l'avez dit d'une façon très éloquente. Je ne vais pas pouvoir ajouter. Mais parce que le fait qu'ils reconnaissent ces nouvelles formes de violence, comme la violence intellectuelle, le déni délibéré du droit à l'éducation, c'est quelque chose d'extraordinaire.
l'usage de la faim comme arme, la violence liée au trafic d'armes ou à l'exploitation des ressources minières, et aussi le fait d'avoir requalifié la violence sexuelle, et Mme Patten est la mieux placée pour le savoir, comme une torture sexualisée, et reconnaître la violence reproductive telle que les grossesses forcées comme une atteinte distincte à l'autonomie des femmes. Ceci aussi a permis à étendre l'agenda femmes, paix et sécurité aux menaces du XXIe siècle. On vient de parler de la question du changement climatique, mais aussi de la militarisation de l'intelligence artificielle, les armes autonomes létales et surtout les liens entre les crises climatiques, conflits et violences fondées sur le genre. Et même les nouveaux espaces de pouvoir comme l'espace extra-atmosphérique, le droit de la mer ou la criminalité transnationale, c'est aussi des innovations dans la réflexion dans l'addendum. Ces domaines où les femmes sont encore trop souvent absentes des processus de gouvernance mondiale. L'addendum place les survivants au centre, et ça, vous l'avez tous dit. Il promeut une justice qui répare l'ensemble des préjudices, et ça, c'est le plaidoyer de Mme Patten depuis qu'elle est dans cette position de placer les survivantes au centre, et y compris donc le préjudice moral, la souffrance psychologique, la détresse émotionnelle. Et il reconnaît pour la première fois le préjudice transgénérationnel transmis aux enfants nés de violences sexuelles liées au conflit. C'est énorme, je crois. Je me suis permise de choisir parmi mes notes ce qui n'avait pas été dit par vous, juste pour compléter, parce que vous avez vraiment capturé l'essentiel. Nous savons que lorsque les femmes dirigent la paix, elle est plus durable, et c'est prouvé. Pourtant, elles restent sous-financées, on le sait, écartées des tables de décision, privées de leur juste place. Et comme quelqu'un venait de dire, je crois que c'était Karima, des images de cessez-le-feu ou de paix, on ne voit même pas un visage de femme, quelque chose de tout récent qui s'est passé devant nos yeux. Et c'est aussi, ce n'est pas seulement une violation des droits des femmes qu'elles ne soient pas engagées dans ces processus, mais c'est aussi une erreur stratégique. Et ça, c'est quelque chose que je tiens de Nicole, c'est une erreur stratégique pour notre humanité commune. Quand les femmes sont exclues, c'est une erreur stratégique. Et je pense que cet addendum qui est un outil d'action est aussi un appel à l'engagement. Et je suis très touchée par tous les mots que vous avez dit vis-à-vis de Rangita et du comité. Et au nom de tout le comité, je remercie cet accueil chaleureux pour l'addendum que vous avez exprimé et pour l'auteur de l'addendum. Et on invite les États partis à agir avec courage, cohérence et détermination. Parce que nous savons tous que c'est une paix construite sans les femmes est une paix qui sera sans justice. Il n'y a plus besoin même de le confirmer. C'est une paix sans justice, et une paix sans justice ne dure pas. Alors, je voudrais vous remercier encore une fois, Excellence, en particulier parce que vous représentez l'OIF et que vous nous avez donné cette opportunité. Et je vois comme Nicole, et nous avons une collègue qui travaille déjà beaucoup avec l'OIF et que j'aimerais revoir engagée. Elle est avec nous, Madame Jelena Piacomella. On avait rencontré votre prédécesseur quand on était à New York dans l'espoir de faire plus de coopération, et j'espère qu'avec votre présence, on va pouvoir relancer les discussions, parce que le fait que vous nous avez ouvert cette porte montre combien vous êtes sensible à la perspective genre, et nous sommes ravis. Et j'espère vraiment que même si on n'est pas souvent à New York, le fait que Jelena est à New York, ça va permettre de rapprocher à travers le dialogue avec vous pas mal d'activités. Dernier mot, je veux redire toute mon appréciation, mon admiration et mon estime à Rangita, qui a travaillé avec toutes les autres tâches qu'elle avait pour produire un document de cette qualité. Et j'aimerais, je sais que ça ne se fait pas, mais qu'on l'applaudisse, parce qu'elle est l'auteure de cet addendum. Merci encore, et merci beaucoup, Excellence, de nous avoir permis de nous réunir, même virtuellement. Et j'espère qu'on aura la possibilité de coopérer avec la francophonie dans pas mal de domaines. Et bien sûr, je suis ravie de voir Mme Radhika, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer en personne, de revoir Pramila qui est la personne qui m'a un peu adoptée quand j'ai atterri dans le comité, qui a été mon mentor aussi. Mais on avait fait des missions ensemble et j'ai beaucoup appris, et j'étais ravie quand elle a pris cette position, et je vois la différence qu'elle a faite. Mais finalement, CIDAW, c'est une grande famille qui va un peu partout et qui reste quelque part en lien. Encore une fois, merci beaucoup.
pour cette opportunité et à bientôt, j'espère, soit à Genève, soit à New York, soit sur l'écran. C'est toujours bon de regarder le contact. Thank you, Rangita. I will translate later. I hope you've recorded everything because I'll have to translate to you all what was said. Merci beaucoup, Présidente Haïdar, pour la force de votre contribution et surtout pour le travail formidable que vous et vos collègues membres du CEDEF, n'est-ce pas, accomplissez dans la défense et la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm now pleased to give the floor to someone without whom this event would not have been possible. Professor Rangita de Silva de Alvis is a member of the CEDAW, the committee. She co-chaired the Women, Peace and Security Program, and she is a professor of law at the University of Pennsylvania. Professor Rangita, you have the floor, please. Thank you. Thank you, Your Excellency Biang, Chair of the CEDAW Committee, and the distinguished panelists, and my colleagues on the CEDAW Committee. We come together during historic times, marking the 25th anniversary of the Women, Peace and Security Agenda and the new advanced unedited addendum to the landmark GR30, which I have been charged with drafting on behalf of the CEDAW Committee. As we all know, the UN Charter was built on the principle of saving succeeding generations from the scourge of war. Today, we are in the grips of some of the most deadliest conflicts and crises. On Ms. Kumaraswamy's reminder of the political economy of conflict, while global military spending rose significantly in 2024 to an all-time high of 2.7 trillion, spending on global healthcare has decreased. On the inalienable prevention pillar of WPS, I echo, every gun that is made is a theft from those who hunger and are not fed. As Professor Benoon noted, this advanced addendum is built on a unique cross-cutting approach, weaving together an examination of different UN Security Council resolutions and international law. A few examples: along with the rapid growth of the military-industry complex, the illicit trade of small arms and light weapons threatens global peace and disproportionately affects women and girls. The UN Arms Trade Treaty obliges exporting states parties to consider the risk of arms being used to commit or facilitate serious acts of GBV. Conflict minerals have deeply gendered impacts such as sexual violence, giving rise to extraterritorial obligations and the accountability of transnational corporations. Your Excellency, the shadow of impunity continues to loom large. Sexual violence, as the Undersecretary General stated, is still the oldest and least condemned crimes and remains history's greatest silencers. I repeat, it is history's greatest shame. While war is still waged on women's bodies, as Raphael Lamkin once said, war is not carried out by arms alone. The face of food insecurity is that of a woman. The intentional use of food insecurity as a tool of warfare, including the deliberate denial of objects indispensable to survival, such as reproductive health and menstrual products, and the willful denial of access to humanitarian aid, violates the Women, Peace and Security Agenda. The deliberate targeting of civilians, crops, and water sources push fragile communities towards famine. The emergence of new challenges, including maritime security, the space race, and the militarization of space, climate change, destruction of culture as a tool of warfare, and the denial of cultural diversity, weaponizing of technology, cyber attacks, cyber warfare, algorithmic bias, all call for new responses rooted in the Women, Peace and Security Agenda. Sounding the alarm on nuclear armaments,
The Secretary General has warned that humanity is on a knife's edge. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons was the first gender-sensitive international nuclear agreement, recognizing the gendered effects of radiation and the physical and psychological toll of nuclear production and testing on women and girls. The weaponization of technology is a hallmark of the Secretary General's new agenda for peace. Cyberspace has become a new battleground as AI advances at warp speed. The growing digital gender divide is excluding women from decision-making and in peace building, while the integration of new technologies in warfare also risks potentially magnifying and amplifying the gendered biases embedded in the data. Disinformation, fake news, and deep fake are deplatforming women in political and public leadership, as well as deplatforming women human rights defenders, creating a chilling effect on women's participation in peace building. While the new UN Cybercrime Convention includes sexualized crimes such as cyber trafficking, the Secretary General has called for a legally binding instrument by 2026 to regulate AI-driven lethal autonomous weapons systems that function without human control and is repugnant to international humanitarian law and human rights. For this conversation, I will focus on France's position, which rings the alarm on gender-biased data, which can be used to train lethal autonomous weapons, increasing the likelihood of mistakes in warfare. AI in warfare, including autonomous weapons, begs the question, can they possess the capacity to comply with the principles of international humanitarian law on the distinction between civilians and combatants, proportionality and precaution? And do they adopt dictates of public conscience under the Martens Clause of international law? New challenges, including the exclusion of women and girls from education and the erasure of women and girls from economic and political participation, push us to shift the Women, Peace and Security's primary focus on women's bodies towards a more holistic understanding of continuing forms of violence against women before, during, and after conflict. An institutionalized regime of systemic oppression of one gender over another may give rise to what is increasingly being named as gender apartheid, yet to be codified in international law. Your Excellency, on those same lines, on new international norm creation, the Advance Addendum addresses the role of women at the nexus of conflict, climate, and migration. The recent ICJ advisory opinion cited CEDAW's GR 37, and our chair was the architect of GR 37. And the ICJ addressed the human right to a clean environment and the doctrine of state responsibility. In the wake of climate disasters, risks of GBV, including child marriage, intensify. GR40 and Nicole Ameline, the architect of GR40, the committee's latest normative contribution, has boldly redefined equal and inclusive representation as full parity in both access to and power within decision-making, both in conflict prevention and sustainable peace. New feminist foreign policy in both the North and the South aspire towards addressing historically unequal power structures in advancing the women, peace and security agenda. While the primacy of a survivor-centric and gender-centric approach to justice must provide remedies that address moral and transgenerational damage suffered by victims of GBV, the preservation of historical memory, including memorials in the image of both women and men, as well as children, can help guarantee the non-repetition of crimes. Never again is the final essence of the WPS agenda.
Grounded in GR30's transformative ethos, this advance addendum calls for multilateral action and, Your Excellency, a new set of inquiries to animate peace plans, transitional justice, and all national action plans, including the new UN Security Council resolutions and the gender indicators that bind those UN Security Council resolutions. Wangari Maathai, the great Nobelist and the founder of the Green Belt movement, has said, in the course of history, there comes a time when humanity is called to shift to a new level of consciousness to reach a higher moral ground. The new advance addendum to GR30, Your Excellency, aims to reach that higher moral ground. The arc of women's leadership must bend towards peacemaking and peace building. Thank you. Je remercie le professeur Rangita pour son engagement et pour sa puissante contribution qui nous inspire tous aujourd'hui et nous lance un appel à l'action. Oui, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons encore du travail à faire pour les jeunes filles, pour les femmes, pour qu'elles soient les véritables actrices indispensables de la paix juste, inclusive et durable dont nos sociétés ont besoin. Merci encore, professeur Rangita, et c'est sur cette note de remerciement que je voudrais venir vous dire que nous avons dans la salle virtuelle dans laquelle nous sommes réunis des représentants des États membres de la francophonie, des membres du CEDEF et d'autres parties prenantes. Je souhaite maintenant ouvrir la discussion afin que nous puissions partager les différentes perspectives, les propositions et renforcer ensemble notre action. La parole est ouverte à qui veut la prendre. Vous avez juste à activer la main et j'en vois déjà certaines qui sont actives. Je donne sans plus attendre la parole à Madame Jelena Piakomela. Vous avez la parole, chère Jelena. Jelena, vous avez la parole. Oui, bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Très heureuse d'être parmi vous, n'est-ce pas? On se sent toujours en famille en tant que femme francophone. Je suis aussi très contente de voir en ligne Madame la présidente du comité et ma collègue Rangita, mais aussi de poids lourds de la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment Madame la ministre, mais aussi bien sûr la représentante spéciale du secrétaire général et Madame Komaswari, que je connaissais lorsque j'étais diplomate il y a quelques années. En tout cas, Rangita, toutes mes chaleureuses félicitations. Monsieur l'ambassadeur, Madame la représentante spéciale, professeur Bedoun, même si elle n'est pas là, Madame Komaswari, Madame la ministre, Madame la présidente du comité, Madame De Silva de Alvis. Chers collègues, je voudrais avant tout propos vous remercier encore, Monsieur l'ambassadeur et votre équipe, de m'avoir associé à cet événement qui vraiment arrive à point nommé alors que nous commémorons le 25e anniversaire de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1325. J'ai été en effet très honorée d'accompagner et de soutenir le leadership de Madame de Silva dans son élaboration de l'addendum, en particulier afin de clarifier les synergies qui existent entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme dans la protection des femmes contre le viol, ainsi que pour rappeler un article très important du règlement de procédure et de preuve du tribunal pénal international pour le Rwanda, à savoir l'article 96, qui précise que le consentement ne peut être donné dans un contexte de coercion, dans un contexte de conflit. Aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, nous saluons à nouveau le leadership et le soutien de la francophonie, notamment dans la mobilisation de notre famille.
Comme vous le mentionnez, Monsieur l'ambassadeur, la communauté francophone est riche de son expertise et expérience dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes et Sécurité. Elle porte donc haut le flambeau dans la promotion du leadership des femmes, dans la prévention et la gestion des conflits, ainsi que dans la prévention et la lutte des violences sexuelles et sexistes liées aux conflits. C'est dans ce sens-là, Monsieur l'ambassadeur, que nous comptons avec le soutien de l'OIF et de la communauté francophone à apporter et à améliorer, selon vos contextes, cet addendum et l'adapter ainsi aux besoins et aux opportunités qui existent. Je vous remercie. Je remercie Madame Giacomola pour sa contribution. Nous sommes ouverts aux enrichissements et à toute observation sur l'addendum, et nous allons accueillir très favorablement vos enrichissements. Chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, la parole est ouverte. Je vois une main levée. Je n'arrive pas à identifier le distingué collègue qui sollicite la parole. Est-ce que vous pouvez vous identifier et puis prendre la parole? Je vois une main levée. Je n'arrive pas à identifier la personne. Joseph, est-ce que vous pouvez m'aider à identifier les collègues qui souhaitent prendre la parole? Oui, à ce stade, nous ne voyons pas de main levée sur la plateforme. Oui. Très bien. Aucune main levée à ce stade, Monsieur l'ambassadeur. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de main levée, s'il n'y a pas de demande de parole, ça veut dire que tout ce qui a été dit a été très bien dit et parfait, et nous nous en réjouissons. Nous allons demeurer très réceptifs de toutes les contributions, de toutes les réflexions qui pourront être faites pour enrichir l'addendum qui a été préparé par le professeur Rangita. C'est un travail qui est soumis à l'enrichissement des gouvernements et du grand public. Il est soumis à la masse critique. C'est avec les contributions, n'est-ce pas, que ce genre de travail sont bonifiés, et aussi bien au niveau du CEDEC ou du CEDEF que la francophonie. Nous allons rester très ouverts à toutes les réflexions qui pourront être faites, et nous verrons comment donner davantage d'écho à nos échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Nous allons continuer à réfléchir avec le CEDEF, avec le professeur Rangita, pour ouvrir encore plus l'espace de dialogue et ouvrir les passerelles de dialogue pour que ce travail ait une appropriation la plus large possible. Cela étant, tout est bien qui est bien dit et qui finit bien. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les oratrices de haut niveau que nous avons pu avoir aujourd'hui. Je remercie les participants pour leurs contributions précieuses. Les échanges que nous avons eus témoignent de notre engagement commun en faveur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. J'espère que ces discussions vont nourrir des réflexions pour chacun de nous et vont inspirer des initiatives concrètes en faveur de cet important agenda. Je voudrais rappeler que l'addendum est ouvert aux commentaires, aux observations, à l'enregistrement. Je vous encourage vivement à les partager afin que nous puissions ensemble concrétiser les progrès tant attendus. Je voudrais terminer en réitérant notre disponibilité à travailler en partenariat avec le CEDEF pour porter la réflexion engagée aujourd'hui auprès de l'ensemble des cibles, notamment toutes les parties prenantes nationales, qu'elles soient étatiques ou issues de la société civile, qui sont impliquées dans la conception et la mise en œuvre des politiques nationales en matière
de genre et surtout dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Cela dit, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre présence et votre engagement et je déclare solennellement cette réunion close. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Un grand merci de tout cœur. Merci. Merci. Thank you. Thank you for everybody. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Congratulations, Rangita. Thank you. Au revoir, my Monsieur dear l'ambassadeur. Au revoir. Au revoir. Merci. Thank you so much, Ambassador. Our Thank you. friendship goes back a long time, and I feel this was the pinnacle to have you be the one hosting and leading this first soft launch of the addendum, advanced addendum, was a real honor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Professor and dear friend. Thank you very much. Merci, Joseph. Merci, Juliette. Yes. À très Merci, bientôt. Juliette. Merci, Joseph. Merci, Kira. Thank Yeah, you, Professor Rangita. thank you very much, Professor. Yes. And I think it bravo was a for this work. wonderful event. It was a wonderful event. Wonderful. Indeed, it was. Ouais. Bravo, Parfait. Monsieur l'ambassadeur, pour la Félicitations, considération de la monsieur. discussion. Vous avez fait un travail remarquable. Merci beaucoup. Félicitations. Juliette était au moulin et on espère que l'événement de l'OIF aussi sur l'agenda sera un succès en termes de contribution. Très bien. Tout à fait. Tout à fait. Merci.